Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors je ne sais pas si nos trois intervenants sont dans la salle. Oui, ben, n'hésitez pas, soyez pas timides, rejoignez-nous. Sous vos applaudissements. Alors on va parler du sens au travail. Vous avez des marches sur le côté. Donc, où est Fabienne Arata qui nous... C'est vous. Très bien. Bon, ben, bienvenue. De toute façon, LinkedIn est bien représenté. Oui, alors redonner du sens au travail. On a beaucoup parlé de travail, de la relation au travail, de la santé des salariés, des dirigeants à l'instant. On va essayer de voir comment on peut remotiver les salariés, augmenter leur engagement, leur enthousiasme et derrière leur fidélité aussi à l'entreprise, parce que c'est bien le problème quand on rencontre des chefs d'entreprise aujourd'hui, ils partagent tous cette problématique sur les ressources humaines. Alors c'est vrai que la relation au travail a été beaucoup bousculée par la crise du Covid, mais ce que vous me disiez tout à l'heure quand on finissait de préparer ce rendez-vous, c'est que en fait la crise du Covid n'a été qu'un révélateur et on va en parler tout à l'heure. Alors je vous représente alors Olivier Griset, vous êtes directeur général de l'Oxam France. Victorien Vanet, vous êtes le président directeur de Synergie. Synergie, chacun va présenter son entreprise, mais vous êtes un grand acteur des ressources humaines. Et Florent Balayer, vous êtes le directeur de des solutions de talent chez LinkedIn France. On est ravis de vous avoir. Alors, on va commencer avec vous. Florent, LinkedIn, tout le monde connaît. Aujourd'hui, il n'y a pas, je pense, une personne dans la salle qui n'a pas un profil LinkedIn ou qui ne consulte pas LinkedIn régulièrement. C'est devenu un outil très puissant en matière de ressources humaines. Un mot sur cette entreprise. Est-ce que vous faites en France? Combien vous avez de membres? Très bien, merci beaucoup. LinkedIn, c'est une entreprise qui a 20 ans, qui compte 950 millions de membres dans le monde. Il y a 65 millions d'entreprises qui ont une résonance sur cette plateforme. Et si on double-clique sur la France, c'est 27 millions de membres. C'est environ 90% de la population active en France qui dispose d'un profil sur LinkedIn. Très bien. Bon, alors on connaît tous LinkedIn, vous êtes devenu une marque forte. L'Oxam, alors Olivier Griset, on voit vos engins un peu partout en France. Vous êtes leader de la location de matériel TP, travaux publics notamment. Enfin, vous allez nous expliquer. Aujourd'hui, l'Oxam, vous pesez combien? Vous employez combien de personnes? Alors, au niveau du groupe, on est pas loin de 11 000 personnes. On pèse un peu plus de 2,5 milliards, 1 milliard en France. On est une société française. Parfois, j'ai la question, est-ce que vous êtes français? Oui, on est français et on est né Pourquoi on a des doutes? C'est l'Oxam, ça parce que l'Oxam, le jour, j'étais avec des parlementaires pour le 15 parlementaires, ils me disent, mais vous êtes américain. Non, non. On a une composante internationale, mais on est résolument français. On est né en Bretagne et on s'est déployé à l'international. Aujourd'hui, on est numéro 4 mondial, numéro 1 européen dans le monde de la location. Et nous ne faisons pas que de la location de matériel de BTP. On est connu pour ça, bien sûr, mais on a également une très grosse présence dans les métiers d'événementiel, notamment. On est supporter, partenaire de la Coupe du Monde de rugby, notamment. On joue à ce beau ballon. Je suis dans une terre de rugby, donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et puis, on est également partenaire des JO pour l'année prochaine. Très bien, bon, ben, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Alors Victorien Vanet, vous êtes le PDG de Synergie. Synergie, vous allez vous présenter, mais vous êtes un groupe, on va dire, omni-métier autour des ressources humaines. Voilà, Synergie aujourd'hui, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. 17 pays dans le monde, on a 800 agences, on a 5000 personnes qui travaillent pour nous. On est très très fiers d'être là aujourd'hui parce que la région Occitanie, c'est une région importante pour Synergie. On est un très gros partenaire d'Airbus dans le recrutement. Premier fournisseur d'Airbus pour les ressources humaines. Hein. Voilà, et c'est une collaboration très ancienne. Et on tient beaucoup à ce genre de collaboration. C'est un groupe familial créé il y a plus de 50 ans. Donc 2 groupes familiaux sur scène. Donc voilà. Et puis on partage avec Olivier Griset une passion pour le rugby puisqu'on est recruteur officiel du Top 14. Donc nous aussi, on est en terre de rugby et très très fiers. Super. Donc Synergie, vos métiers, pour qu'on les comprenne bien, vous faites de l'intérim, du placement en CDI, du recrutement classique, du recrutement de cadres, de dirigeants. Alors Synergie, c'est une offre globale de gestion des ressources humaines. On intervient sur tous les segments de solutions RH, de l'intérim, du recrutement expert, de l'approche de cadres dirigeants, de la chasse. Et donc on intervient aussi en consulting dans tous ces pays. Donc une offre globale.
Alors, on va voir à travers vos 3 regards comment on peut réengager les salariés, parce qu'on l'a vu déjà aujourd'hui, mais on va insister là-dessus. La relation au travail a beaucoup bougé. Ça a été le choix, d'ailleurs, de cette REF Toulouse Topeco, de parler de la relation au travail, les révolutions au travail, peut-être. Alors, pourquoi réengager les collaborateurs? Parce qu'il faut attirer de nouveaux talents dans un contexte assez concurrentiel. Et puis, les attirer, c'est bien, les fidéliser, c'est mieux, pour qu'ils puissent servir un dessin commun entre le leur et celui de l'entreprise. Alors, LinkedIn, pour vos 20 ans, Florent, vous avez mené une grande étude sur les attentes des salariés, les nouvelles attentes, et est-ce que vous avez découvert ce que souhaitaient les salariés, ce qu'ils attendaient de leur employeur? Alors, c'est quoi les grands enseignements? Ça va nous permettre de fixer le décor pour après lancer le débat. Oui, en effet, cette étude qui a été lancée sur des membres en France, c'est important de le souligner, a révélé un certain nombre de tendances. Donc LinkedIn a cette chance d'être aux premières loges de ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et donc les entreprises envoient des messages, les membres que vous êtes, en tout cas les 27 millions de membres en France, renvoient des messages et on essaie de les décrypter. Vous l'évoquiez en préambule, je crois que le Covid a cristallisé un certain nombre de choses. On en discutait tout à l'heure avec Victorien. Parmi les choses qui ressortent le plus souvent, ou en tout cas la demande de la part des salariés ou des membres, c'est cette notion de flexibilité. Je sais que c'est un terme qui a été beaucoup cité, mais je ne vais pas vous l'inventer, mais en effet, lorsqu'on voit que plus de 300% en termes de croissance du nombre de posts LinkedIn qui ont été postés par les Français, les membres français, concernent et le bien-être et ou la flexibilité dans la vie perso et vie pro. C'est qu'il y a un vrai sujet. C'est qu'il y a un vrai sujet, et vous n'apprendrez rien si je vous dis que plus que jamais, la frontière s'est en effet estompée entre la vie pro et la vie perso, notamment pendant les 2 années de pandémie qu'on a tous connues, qu'on a tous traversées. Il était rare de voir un enfant passer derrière une caméra, ou même son épouse ou son mari. Voilà. Et donc la vie professionnelle s'est invitée chez nous pendant ces 2 ans, et ça a laissé des traces. Ça veut dire que quoi, aujourd'hui, le salarié demande de la flexibilité pour être plus facilement chez lui, plus facilement auprès de ses proches, tout en continuant à travailler. C'est ça la flexibilité? La flexibilité, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est la génération qui arrive, qui représentera 30% de la population active d'ici à 2030, qui est la génération Z. Elle est en demande de travailler d'où elle veut, c'est son souhait, mais quand elle veut. Ah oui. C'est-à-dire que ça ne vous aura pas échappé non plus qu'il n'est pas rare de recevoir un mail soit très tard, soit très tôt. Alors, je ne les limite pas uniquement à cette génération-là, mais en tout cas, c'est des choses qui vont arriver de manière de plus en plus fréquente, d'accord, puisque je travaille d'où j'ai envie de travailler. Je schématise, je grossis le trait, mais c'est un peu la tendance qu'on voit, et de où je veux travailler. Et d'ailleurs, on a constaté, il y a 5 villes en France qui, après 2020, ont connu un boom extraordinaire en nombre de professionnels qui se déplacent, puisque nous, on a la possibilité de regarder ces migrations de population. Et le nombre de personnes qui sont installées à Nice, à Pau, à Lorient, à Nantes, à Toulouse, et à Bordeaux et à Marseille. C'est plutôt le sud, tout ça. Voilà, donc ça sent le soleil. Et les gens ont en effet fui très probablement. Je ne connais pas l'origine par cœur de ces personnes qui sont arrivées dans ces villes-là, mais très probablement qu'il y a des grands bassins type parisien. Donc oui, en effet, la flexibilité, c'est un message qui nous est envoyé à la fois par les membres, mais pas seul. Pas seulement, je veux dire. Il y a la priorité numéro 1, et je suis désolé de m'en remettre à ça, ça reste quand même l'aspect salarial. C'est intéressant parce que tout le monde n'a pas ce discours. Oui, mais ça reste une des préoccupations, la préoccupation première des membres, en tout cas des personnes quand ils sont en recherche active d'un emploi. Voilà. Il y a cette notion de flexibilité. Et je crois qu'il demande aussi de pouvoir se former plus facilement, plus rapidement que par le passé, pouvoir changer de poste, enfin avoir des vraies perspectives de parcours dans l'entreprise. Oui, alors ça, il faut... Pour répondre à cette question, et je vais le faire, mais il faut comprendre un petit peu le marché de l'emploi. Il y a, dans les années 80, une compétence, elle avait une durée de vie d'une trentaine d'années. Et c'est vrai, moi, mon père, il a été directeur marketing, d'accord, dans le secteur du oil and gas, et pendant 30 ans, il a fait ce job-là. Et c'est vrai que les compétences nécessaires pour faire ce job n'avaient pas vraiment évolué. On s'aperçoit aujourd'hui, et c'est une étude d'Accenture qui dit que
Aujourd'hui, une compétence a une durée de vie de 5 ans en moyenne. 5 ans. 5 ans en moyenne. Ça, couplé avec les emplois, 80% des emplois de 2035 n'existeraient pas encore. Donc il y a une mouvance dans les jobs, il y a les compétences requises pour effectuer un job, eh bien, leur durée de vie se réduit. Et en plus, il y a quand même, et je pense que vous ne me contredirez pas, quand même des difficultés à recruter. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre grand sondage enquête, 71% des répondants ont dit « nous sommes prêts à nous former ». Donc déjà, c'est plutôt bien d'avoir des salariés qui sont aptes au changement. Oui, alors entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un gap. Hein, mais... Oui, alors moi je crois facilement le membre qui témoigne de ça. Par contre, je suis un peu plus inquiet sur la capacité qu'ont les entreprises justement à accompagner ces salariés qui ont le souhait d'évoluer ou en tout cas d'acquérir des nouvelles compétences. Et là, on peut se poser la question, n'y a-t-il pas un gap qui se crée entre la volonté d'une part et la capacité qu'a une entreprise aujourd'hui? Après, les tendances sont quand même, la trajectoire est bonne, mais peut-être va se créer un gap entre une volonté d'un côté et de l'autre côté, peut-être un manque de facilité d'une entreprise à développer son collaborateur, mais qui est nécessaire parce qu'il y a un problème sur le marché de l'emploi et parce que la durée de vie des compétences est très courte. Est très courte. Donc il faut bien accompagner l'individu, le salarié, dans son développement. Alors Victorien Vanet, vous qui vous accompagnez des dizaines de milliers de candidats par an hein, sur des missions d'intérim, de CDD, de CDI, de recrutement, de coaching, de formation. Est-ce que les tendances que vient de décrire LinkedIn, vous les retrouvez, vous les ressentez? Oui, on les ressent. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Donc c'est ça qui a changé. Aujourd'hui, on peut se former à différents métiers, on peut changer d'idée, changer de secteur assez facilement parce qu'il y a une effervescence du marché de l'emploi. Et puis il y a aussi une appétence aussi des personnes, des individus qui à l'époque ont rentré dans un job, ont resté dans le même secteur, dans les mêmes fonctions à peu près toute sa carrière. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté de switcher régulièrement. En fait, c'est le résultat de ces tensions sur le marché de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se créent. Pas forcément dans les métiers sur lesquels on est formé. On a vu aujourd'hui que le savoir-être était un élément très important du recrutement. C'est de plus en plus vrai. Une compétence, ça s'acquiert, ça s'apprend, notamment au sein des entreprises. Donc, on considère que le savoir-être, c'est 70% de ce que doit amener le candidat et que le reste, ça peut s'apprendre. Donc, c'est nouveau de considérer les candidats comme ça. Alors, on va essayer de répondre à la question comment redonner du sens au travail. Quand on préparait ce rendez-vous, vous me disiez, en 2022, il y a eu 500 000 démissions par trimestre en France. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de sens au travail, parce que quand on est bien dans son travail, quand on y trouve du sens, on n'en démissionne pas. Ce chiffre, aujourd'hui, est-ce qu'en 2023, on a un peu ralenti le rythme? Alors, on a quand même ralenti le rythme, mais en fait, il y a eu une prise de conscience au moment du Covid. Il y a une remise en question et cette question de sens a ressurgi de façon très très forte au point qu'elle alimente les débats comme aujourd'hui. Mais c'est une notion qui était déjà présente il y a une dizaine d'années. Donc le Covid a été un révélateur, un accélérateur, mais certainement pas la source de cette remise en question. On est dans des sociétés développées économiquement. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inquiétudes. On l'a vu tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des repères qui disparaissent pour les salariés. Et donc, il y a des questionnements, des incertitudes qui font qu'on remet en question l'équilibre de sa vie. Et est-ce que c'est à l'entreprise donc de redonner du sens? Vous avez, j'aime bien votre analyse parce que vous avez une vision qui n'est pas forcément immédiate. Enfin, en tout cas, ça ne nous vient pas à l'esprit tout de suite. La réponse immédiate, ça serait de dire oui, c'est à l'entreprise de donner du sens au travail. Et moi, je dis non, ce n'est pas à l'entreprise de donner du sens au travail, c'est à chacun. Le sens du travail, c'est quelque chose de très personnel, c'est intime, c'est lié à son histoire personnelle, à ses origines parfois, à son parcours de formation, à ses aspirations. Donc c'est quelque chose de très intime. Par contre, la responsabilité des entreprises, et c'est très important parce qu'il y a un sujet d'attractivité, on voit bien que sur un marché de l'emploi très tendu, nous cherchons à attirer les meilleurs talents ou même tout simplement à trouver des talents. Donc il y a un sujet d'attractivité très très fort. Et donc, le sens du travail revient dans les préoccupations de l'entreprise. La responsabilité de l'entreprise, c'est de créer les conditions
idéal pour que le candidat, le salarié, puisse trouver un sens à son travail. Et ça participe de beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de RSE. Nous-mêmes, le groupe Synergie, on est très impliqués. On prend notre responsabilité sociétale très au sérieux. On est très impliqués dans l'accès à l'emploi de gens parfois très éloignés de l'emploi, en situation de handicap. On est très impliqués dans des actions vers la féminisation des emplois, parfois sur des emplois, notamment on parle de l'aéronautique, avec le ISD, sur les salons, avec les mix et métiers, on essaie de faire découvrir ces emplois aux femmes. Donc on est très engagés sociétalement. Ça, c'est une responsabilité qui a beaucoup d'influence sur le choix d'une entreprise pour un candidat. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, c'est la mobilité interne, la mobilité transversale, c'est-à-dire de plusieurs métiers. On ne bouge pas simplement vers des responsabilités plus importantes, mais aussi sur des métiers différents au sein de la même entreprise. Il y a beaucoup de conditions, c'est les lieux de travail, parce que quand on parle de protection d'environnement, le premier environnement, c'est quand même notre environnement de travail. Est-ce que quand un salarié... Ces valeurs, c'est des choses qui participent du sens qu'un salarié peut trouver à son travail. Et est-ce que c'est une demande inconsciente, c'est-à-dire que le salarié ne la verbalise pas forcément au moment de l'acte de recrutement quand il rejoint une entreprise, et c'est après à l'usage qu'il se rend compte qu'il manque pas mal d'éléments pour donner du sens à son poste, ou est-ce qu'il arrive déjà avec ça déjà bien clair en tête et il dit je veux que l'entreprise me propose un job intéressant, un salaire intéressant, un environnement intéressant où je me réalise. Où est la vérité? Quand je suis devenu président de Synergie, je me suis dit comment Synergie peut avoir un impact positif sur la société. Nous sommes acteurs de l'emploi, mais au-delà de l'acteur de l'emploi, nous sommes au cœur de l'activité des hommes. Et l'emploi, ce n'est pas seulement un emploi rémunéré, c'est aussi une façon de s'accomplir au quotidien. Donc, je voulais avoir un impact. Et je pense que chaque collaboratrice, chaque collaborateur au sein du groupe, ou au sein de n'importe quelle société, a envie d'avoir un impact positif. Est-ce que je suis utile ? Est-ce que je suis reconnu pour mon travail? Est-ce que je suis récompensé pour mon travail? Et à tous ces sujets sur le partage de la valeur et sur la création de valeur. Tout ça, ce sont des choses très importantes pour un salarié, de savoir s'il est reconnu, s'il est apprécié et s'il y a un sens à ce qu'il fait. On a eu l'occasion d'échanger tout à l'heure et de parler de sens. Mais quelque chose qui a du sens pour quelqu'un à 25 ans peut ne plus en avoir à 35 ans. On n'a pas les mêmes attentes à 25 ans. On n'a pas les mêmes attentes. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'adaptabilité, de la flexibilité. Nous, on apporte de l'agilité, de la flexibilité aux entreprises sur ces sujets RH qui sont tellement précieux pour eux. Ce qui sont de plus précieux, c'est leur force vive. Là, on leur apporte des solutions. Et ben, c'est la même chose pour nous, pour n'importe quelle entreprise. On doit trouver des solutions, être attractif, s'adapter à une nouvelle réalité sociale. Et prendre en compte les aspirations de cette génération. Alors Olivier Griset, est-ce que vous reconnaissez dans le portrait que décrit Victorien Vanet du salarié de 2023 ? Oui, alors je pense qu'on fait un peu tous les mêmes constats dans nos entreprises. On a vu un effet Covid évident, avec du turnover, un tas de choses. Je pense que l'un des enjeux des entreprises, c'est de trouver effectivement quelque chose qui résonne, notamment vis-à-vis des jeunes et sur le marché du travail. Et moi, j'ai dénombré le nombre de fois où on a prononcé le mot « valeur ». On a dû le prononcer une quinzaine de fois depuis le début. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'un salarié, il rencontre une entreprise qui a une mission, qui a un projet, qui a un but, de grandir en général, de faire de la croissance. Et tout ça repose sur des valeurs. On parle beaucoup de rugby en ce moment, on parle beaucoup des valeurs du rugby. Je pense que c'est important de définir ces valeurs. Nous, cette question s'est posée quand on est allé à l'international. On a eu la question de nos amis anglo-saxons, notamment, de dire c'est quoi vos valeurs? Bon, elles étaient assez incarnées, nos valeurs, donc du coup, on a réfléchi à ce qu'étaient nos valeurs. En fait, plutôt que de parler de valeurs, on parle de passion. Parce qu'on pense qu'il faut trouver de la passion dans ce qu'on fait. Chacun doit apporter, je souscris au point de dire chacun donne du sens à son travail et met du sens dans ce qu'il fait. Nous, on en a dénombré 3, en fait, mais qui nous correspondaient. En gros, c'est une première qu'on appelle la passion du métier. Nous, notre métier, c'est de servir les clients. Alors, on l'incarne depuis plus de 60, pas loin de 60 ans, là, sur le thème servir le client, dire oui, l'engager. Et ça définit le génétique de qui nous sommes, de manière incidente, et aussi de ce qu'on va rechercher chez les collaborateurs en termes de savoir-être. On a beaucoup parlé de la notion de savoir-être. Quand on trouve une résonance entre ce que nous sommes et le collaborateur, forcément, c'est tout de suite plus facile de se parler, de se comprendre. La deuxième passion, c'est la passion de la transmission des savoirs, parce qu'on a beaucoup parlé de la formation. Nous, on investit énormément de temps. Vous avez un système de tutorat, de mentoring, pour faire un mauvais français. Alors, on va parler français. En fait, on passe énormément de temps à intégrer des nouveaux, mais que ce soit le DG. Vous voyez, quand je suis arrivé dans la société, j'ai passé 3 mois à m'intégrer.
Ça peut paraître beaucoup, on parle souvent des 100 jours du dirigeant. En fait, on m'a donné beaucoup de temps pour aller sur le terrain, découvrir ce qu'était la société. Comment des gens qui étaient là depuis 30-40 ans vivaient les valeurs, justement, pas toujours écrites d'ailleurs, hein, mais et ça c'est hyper important. Et donc cette intégration, aujourd'hui, elle se traduit par beaucoup d'apprentissage. Donc on a plus de 5%, on n'est pas loin des 6% d'apprentis. Hein. On investit beaucoup sur les jeunes et beaucoup sur un parcours longitudinal. C'est hyper important parce que c'est là qu'on va voir si le candidat, si le jeune, il s'inscrit dans notre faisceau de valeurs. Et les jeunes, après l'apprentissage, vous arrivez à leur faire signer un CDI, ils restent, ou il y a une attrition Il y a une attrition, hein, on n'est pas à 100%, parfois c'est voulu, c'est réciproque, hein, on ne se trouve pas. Mais effectivement, les jeunes apprentis qui viennent chez nous, ils voient que quand on leur parle, bien sûr, de passion de servir client, de passion de se former, mais aussi de transmettre, c'est pas du flanc. Parce qu'effectivement, on a mis des gens, des tuteurs, des gens qui vont suivre ces jeunes. Ça existe dans plein de sociétés. Ce que je dis est assez banal, finalement. Mais en fait, c'est vrai. Et donc, on n'a plus à démontrer la preuve après un an ou des mois d'apprentissage. Et les collaborateurs, ils rentrent dans des cursus. Ils voient que, finalement, la promo interne, c'est pas du flanc. Mon comité de direction, il y a des gens qui ont démarré sur des Fenwick. On a dans l'assistante une directrice régionale qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis très heureux d'ailleurs qu'elle soit là, directrice de Midi-Pyrénées. Je fais un peu de pub pour toi, Martine. Tu as été responsable d'agence. Tu as démarré vraiment. Et très rapide, donner des responsabilités. Des heures, hein, mais... oui. Donner des responsabilités, c'est permettre aux salariés de donner davantage de sens à sa fonction, son rôle dans l'organisation. Quand vous lui dites, notre passion, c'est de servir le client. Si vous voulez servir le client bien, il faut lui donner de l'autonomie, c'est sûr. Si vous lui donnez, le mettez dans une boîte avec 50 millions de contraintes, ça peut être compliqué de bien servir le client. Donc forcément, il y a des choses qui sont induites par ces valeurs au quotidien. Alors, des choses la délégation n'exclut pas le contrôle, la responsabilisation, mais très vite, des jeunes chez nous peuvent être mis en situation de responsabilité. Ça veut dire qu'on peut être chef d'agence à quel âge chez vous ? Des gens qui, typiquement, 1 an d'apprentissage en Ile-de-France. Moi, j'ai des gens qui ont fait 3 ans de commerce, hein, donc du responsable de location, donc des postes de commerce sédentaire, mais aussi de commerce sur la route. Ils peuvent aller être responsables de magasin, avoir un compte de résultat, avec tout ce que ça veut dire. Hein. Ah oui. Un cash flow, vous voyez, un EBITDA. Il va être responsable de ça. Il a une très grande fierté parce il s'investit. Alors pourtant, vous voyez, on lui donne pas de variable là-dessus. Hein. Tout est collectif chez nous, c'était très collectivisant. Mais fondamentalement, il est mis en situation d'autonomie, de responsabilité. Et ça crée quelque chose qui est un peu au-dessus. Alors c'est peut-être un peu conceptuel, je veux dire, mais ça crée une espène de dette, dette morale en tout cas. Oui, une dette morale ou un engagement qui est décuplé. Et on a eu la chance, moi on parlait du Covid un peu tout à l'heure, on a eu la chance de traverser le Covid avec le soutien de nos patrons d'agence. Pour nous, c'est une agence, vous voyez, c'est 5-6 personnes. Hein, c'est pas vous me disiez, c'est du rugby à 7, une agence. Ouais, voilà, c'est 5 métiers et c'est 6 à 7 personnes. Vous voyez, on a un chauffeur, on a un type au comptoir, on a un mécano, etc. Donc c'est plein de métiers. Il y en a un qui n'est pas là, ça ne marche pas. Ouais. Et on a eu un niveau d'engagement qui était incroyable. Alors, c'était pas de l'héroïsme, hein, c'était vraiment des gens qui s'investissaient, qui étaient là parce qu'ils étaient là pour leur famille, leur petit hors-bord, leur petite agence, tout ça dans un grand vaisseau qui s'appelle l'Oxam. Et moi, j'ai vécu ces moments avec beaucoup d'émotion. Et je reviens à la notion d'émotion et de passion, parce que sans émotion, en fait, sans passion, on n'aurait pas eu ça, quoi. Et est-ce que le caractère familial de votre entreprise, ça va valoir aussi pour Synergie, ça donne une teinte particulière à l'engagement, à la relation qu'on a avec sa direction, qu'on voit plus régulièrement. Enfin, il y a quand même une fibre différente dans les entreprises familiales. Alors, c'est clair qu'on a 2 paramètres. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé dans d'autres types de sociétés. Quand on est dans une société familiale, forcément, les valeurs, elles sont incarnées par le président, en général. C'est notre cas. Alors, on a M. Després qui incarne ces valeurs depuis qu'il est président, donc un peu plus d'une 30aine d'années. Et puis surtout, on voit loin. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans des temps longs. Bien sûr, on ajuste avec agilité. Et ça, dans un monde qui bouge beaucoup, ça peut être rassurant aussi pour le salarié de savoir qu'il y a une famille un peu pérenne qui va... Oui, mais alors, il y a toujours, vous voyez, quelque chose de systématique quand vous dirigez une entreprise. C'est le cas de mon président, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il pourrait en parler mieux que moi. C'est toujours penser ce qui pourrait arriver, vous voyez. Oui. Quand on est au sommet, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut toujours tomber. Donc, la question de prévenir, d'anticiper, et ça passait, tout à l'heure, on parlait avec Olivier Joubert du sujet de prévenir l'avenir. C'est-à-dire qu'on a des temporalités qui sont très différentes, mais il faut gérer simultanément.
les problématiques de recrutement à l'instant T, les problématiques de la rentrée, et puis en même temps, qu'est-ce qui va passer l'année prochaine, mais comment aussi je vais préparer les 5 ans qui viennent. Et donc, toutes ces temporalités se chevauchent. Donc, je trouve l'intérêt d'une société familiale, c'est bien entendu d'arriver à se projeter dans ces différentes mailles de temps avec une forme de continuité, mais aussi d'agilité. Florent, tout à l'heure, parlait de l'importance du salaire. Vous confirmez ça chez l'Oxam? Vous me disiez, nous, on paie bien les gens. Donc c'est quand même un critère, on voit que les candidats le mettent en tête de liste. Est-ce que c'est aussi un gage de motivation, d'engagement des salariés? Oui, alors vous avez différents types de modèles. Nous, on a un modèle, effectivement, on paye plutôt les gens sous forme de fixe et puis d'intéressement. On a fait un certain nombre de choix. Il y a d'autres sociétés qui font le choix de mettre beaucoup de variables, et donc ça, c'est un choix depuis le début. Et quelqu'un qui suit l'Oxam pendant 10 ans, en fait, il a effectivement une promesse d'avoir, même s'il évolue pas, comme on dit en anglais, climb the ladder of success, même s'il ne fait pas des étapes gigantesques en termes de promotion dans l'entreprise, il est sûr effectivement qu'il va battre l'inflation. C'est un peu une forme de promesse implicite et qu'on tient depuis maintenant quelques décennies. Victorien Vanet, est-ce que le salaire dont parlait Florent tout à l'heure, c'est parce qu'on a dit souvent, non, les jeunes, ils veulent la génération Z, c'est les valeurs avant le salaire. Bon, visiblement, c'est pas ce qui ressort ni de l'enquête ni du ressenti de chez l'Oxam. Non, le salaire est évidemment une motivation essentielle et ce serait se cacher la réalité que de dire le contraire. Mais il n'y a pas que ça. Un bon salaire dans un environnement où vous êtes maltraité ou qui ne correspond pas à vos valeurs, ni à vos aspirations, ni à votre rythme de travail, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Sur une entreprise familiale, on construit. Moi, je le rappelle souvent à nos équipes. Je dis, on construit sur le long terme. Ça fait 50 ans qu'on existe. On est là encore pour des dizaines d'années, j'espère. Et on construit durablement. Et ça veut dire qu'on doit se poser la question de la rémunération de façon à la fois transparente, réaliste aussi, parce que c'est un engagement financier important. Et notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est de faire en sorte qu'on ne menace pas les emplois à moyen terme. Donc ça, et on vit pas dans une économie fermée, on a des compétiteurs. Donc on doit être à la fois compétitif, attractif, mais aussi on doit savoir partager la valeur, récompenser l'effort, la fidélité. Et tout ce qu'on a mis en place justement chez Synergie ces dernières années, c'était de dire on va dans ce sens-là, pour progresser sur cet aspect des choses. Et la variable d'ajustement, ce n'est plus simplement... on essaie de bien rémunérer les gens, d'être attractif, de les intéresser aux résultats aussi. C'est toute une réflexion que nous menons. Et aussi de faire en sorte que la variable d'ajustement, ce ne soit pas le salaire, c'est-à-dire mais plutôt le nombre de personnes qu'on emploie et la qualité de leur emploi. C'est-à-dire de les faire monter en compétences, de ne pas leur faire adresser des tâches administratives qui peuvent être automatisées, mais de les former, de les faire monter en compétences sur la relation client, la relation candidat, qui sont essentielles pour nous. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez des salariés engagés? Vous avez le droit de nous dire non, à moitié, un tiers, 2 tiers. Comment on mesure cet engagement, ce sens au travail que vous essayez de donner? Alors, le monde du travail temporaire et des RH, c'est un petit monde. Donc, on a quand même des gens qui nous viennent d'autres enseignes. Et le premier rapport d'étonnement qu'ils font quand ils vont dans nos agences, c'est de dire chez Synergie, il y a un engagement extraordinaire. Et ma préoccupation, évidemment, c'était de préserver ça, de le cultiver et de le transmettre. Je crois que ça, c'est très, très important de faire en sorte que les gens soient engagés. Là encore, cette année, on crée la Fondation Synergie. 50% de tous les choix qui seront faits par cette fondation seront initiés par les collaboratrices et collaborateurs eux-mêmes. Donc, on essaie d'être en ligne avec nos valeurs, d'être en ligne avec une volonté que nous avons d'être positif, d'avoir un impact positif sur la société et de faire en sorte aussi que si les salariés veulent s'engager sur des causes qu'ils veulent mettre en avant, ça peut être des toutes petites causes au niveau local, international, sur des causes qui leur tiennent à cœur. On veut être présent, on veut les accompagner. Alors Florent, on a beaucoup prononcé le mot valeur, encore à l'instant. Vous, dans votre grande enquête que vous avez menée LinkedIn pour les 20 ans du réseau, vous avez ressorti 54% des répondants ont l'impression que les engagements des entreprises jouent un rôle. C'est-à-dire que pour eux, quand une entreprise choisit une cause, un engagement, il y a plus d'1 salarié sur 2 qui dit oui, moi ça m'influence, ça me parle, ça me concerne. Donc c'est surprenant ou c'était attendu comme résultat ? Non, je pense que c'est dans la veine de ce qu'on vient de se dire. Je crois que c'était attendu et je vais vous donner une autre stat, un autre pourcentage. C'est que cette génération,
Z, là, elle est un peu... Donc Z, elle est née en 2000 ? Elle est née à partir de 95. 95. Après 95. Ils disent que pas de compromis, c'est-à-dire que je suis prêt à 60% à ne pas rejoindre une entreprise parce que l'entreprise que j'ai dans le viseur, ses valeurs, justement, ne sont pas en ligne avec les miennes. 60% d'entre eux. 60%. C'est énorme. C'est-à-dire que on évoquait l'ensemble des critères qui permettent aujourd'hui de rendre attractive une entreprise. Alors bien entendu, je veux pondérer quand même ce que je disais sur le salaire. C'est la majorité relative, c'est-à-dire que dans le choix, dans le QCM, il y avait en effet plusieurs choix. Le salaire arrive en nombre de réponses en premier, mais attention, il y a tout un autre tas de critères. On a évoqué la capacité de se développer, le sens, les valeurs, etc., etc. Donc c'est la majorité relative, c'est le salaire, mais pas que. Voilà. Très bien. Et du coup, cette génération Z est beaucoup plus volatile parce que si elle ne se retrouve pas alignée avec les valeurs, elle peut même démissionner si une entreprise se comporte mal, entre guillemets, versus leur référentiel. Oui, alors on a constaté cette grande démission là, avec 500 000 CDI, mais enfin, bon, c'est une tendance qui est largement à la baisse. Par contre, ce qu'on pourrait craindre, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est si l'entreprise n'est pas en capacité d'éponger cette soif d'apprendre. Parce que, en effet, si j'ai été recruté pour faire la mission Y avec le set de compétences A, B et C, et si ce set des compétences est en obsolescence tous les 5 ans, en effet, l'employabilité de l'individu va décroître si elle n'est pas en capacité de toujours rester à niveau de ce qu'on lui a demandé. Et en effet, si une entreprise n'est pas en capacité d'éponger cette soif d'apprentissage, alors elle a du souci à se faire et on pourrait voir en effet des turnovers très très importants. Mais bon, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, ils sont jeunes, mais ma plus vieille a 16 ans et son rapport au travail, enfin, elle ne se voit pas une seule seconde travailler 10, 11, 15 ans dans la même entreprise. Alors, elle n'est pas encore sur le marché de l'emploi, j'attends qu'elle s'y frotte, mais peut-être qu'elle verra la réalité. Mais en tout cas, c'est rare d'avoir une carrière linéaire aujourd'hui et rejoindre une entreprise et faire 30 ans dans cette entreprise, c'est plutôt rare. Dans les années 60, c'était pas rare. Victorien Vanet, cette nécessité auquel les entreprises vont être confrontées de former massivement à cause de l'obsolescence des compétences, est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont dimensionnées? Parce qu'on voit que souvent la formation dans les entreprises, voire dans les services RH, c'est un peu le service, pas le parent pauvre, mais c'est pas la priorité des priorités. Ça le devient, c'est un enjeu essentiel. Par exemple, on parlait d'Airbus tout à l'heure. L'enjeu de la formation est très important. Les sommes que nous dépensons pour former les personnels, pour les placer chez Airbus, même en intérim, c'est des sommes absolument colossales. Donc il y a un énorme engagement de la part des entreprises. L'État, à lui seul, ne peut pas prendre en charge cette dépense de formation. On l'a vu tout à l'heure, les enjeux de reconversion sur les prochaines années sont considérables. On va parler de la voiture électrique, mais c'est un secteur parmi d'autres. On voit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc on voit bien l'enjeu de reconversion, de formation. Les Anglais appellent ça les upskilling aussi, tout au long de sa vie, de continuer à apprendre, d'avoir une formation continue. Tout ça, c'est des enjeux que... Ça veut dire que les entreprises vont devoir prévoir des budgets, voire se constituer des centres de formation un peu ad hoc, ce que font déjà un peu les entreprises. Hein. Quand ils ne trouvent pas sur le marché public, on va dire, ils créent eux-mêmes leur corpus de formation. Est-ce qu'ils vont devoir engager tout ça très vite ? C'est pour ça aussi qu'on est là, pour leur amener notre expertise sur la formation, sur l'accompagnement des candidats et puis sur l'employabilité des candidats, faire en sorte que les personnes qu'on met à leur disposition, ces talents qu'on fait rencontrer des entreprises, qui soient au top niveau de la formation et qui puissent aussi progresser. On a besoin de les accompagner. Et en accompagnant les candidats, on accompagne les entreprises sur ces sujets fondamentaux. Et Florent, vous, chez LinkedIn, vous avez bien compris l'importance des valeurs. Vous avez même mis maintenant en place un filtre sur les valeurs à la fois qu'affichent les entreprises et les valeurs que recherchent les candidats. Expliquez-nous ça. Oui, c'est exact. Donc en effet, très récemment, on a agrémenté un outil qui permet aux entreprises de se servir de notre plateforme, de s'appuyer sur notre plateforme pour aller chercher, pour faire du recrutement. Il y a un filtre qui permet en effet de me rapatrier l'ensemble des membres qui auraient déclaré
un mot de la valeur décrite par l'entreprise que l'on retrouverait sur le profil d'un membre. Et inversement, le membre peut recevoir de l'information en mode push lorsqu'il se connecte à sa plateforme, parce que l'entreprise Y a le même sens des valeurs que le membre déclaré sur son profil. Et ce sont des filtres qui sont utilisés beaucoup, un peu, pas beaucoup. C'est encore naissant, c'est récent. Hein, ouais, c'est tout à fait récent. On voit qu'il y a une adoption plutôt forte. Je n'ai pas le chiffre exact de nombre de publications ou nombre de recruteurs qui l'utilisent, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a c'est assez conséquent, notamment en France. Il y a un appétit pour les valeurs qui est particulièrement prononcé. Et chez l'Oxam, est-ce que vous mettez en avant les valeurs, les passions dont vous nous parliez tout à l'heure? Est-ce que vous les mettez en avant parce qu'un candidat, si vous ne les affichez pas, il ne peut pas savoir que vous les avez? En fait, on n'est pas trop dans l'affichage, on n'aime pas trop ça. Donc, moi, j'ai découvert ce que vous disiez là à l'instant. On les affiche effectivement vis-à-vis des jeunes. Bon, on va dans des salons. Demain, moi, je serai à WorldSkills parce qu'on est également partenaire de WorldSkills. On essaie plutôt de l'incarner, en fait. Je pense que les jeunes, ils ont besoin d'un discours authentique de pair à pair, vous voyez. Ouais. Donc, si on commence à mettre des slogans, vous voyez, comme dans les usines chinoises, on dit « ici, on est heureux », en fait, c'est suspect. Donc, on essaie de... Alors, pardon, hein, je vais un peu casser l'ambiance avec mon... Donc, on est plutôt dans de la valeur ou de la passion un peu vécue. Donc, c'est ce qu'on essaie de transmettre en s'associant notamment à du sport, à des événements, ou bien même les WorldSkills qui véhiculent des valeurs d'excellence. Parce que bien sûr, la passion du service client, il y a la notion d'être excellent, bon du premier coup. Et ça, effectivement, c'est plutôt l'angle qu'on a aujourd'hui. On n'est pas trop LinkedIn parce que l'essentiel, on a beaucoup de mécaniciens, on a beaucoup de gens qui sont des métiers assez techniques. Donc, on essaie de parler aux jeunes là où ils sont, c'est-à-dire dans les filières professionnelles. Prendre notre part aussi avec grande humilité sur comment on peut donner un attrait à ces métiers, des métiers de service qui sont des métiers nobles et qui créent de la valeur, hein, pour le coup, à la fin, d'un point de vue économique pour notre société. Donc, j'ai découvert un petit truc, donc on va essayer de les mettre, on va tester ça. Bah oui, c'est bien de mettre ces valeurs. Ouais. Voilà, on essaie plutôt d'avoir quelque chose d'assez ancré en fait dans nos approches. Oui, Florent. Ouais, si je puis me permettre. Non, alors l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez raison. Je pense qu'il n'y a pas pire qu'une entreprise qui afficherait des valeurs et qui est dans la réalité ne les respecterait pas. Alors là, c'est vraiment à éviter, bien évidemment. Donc vous avez raison. Je pense que c'est encore plus. Il faut les habiter et les vivre au quotidien, ce qui n'empêche pas de les afficher. Et je reviens parce que c'est quelque chose que l'on entend souvent, en effet. LinkedIn n'est réservé que pour les CSP+. C'est le cas ou pas? C'est faux. Ah. C'est faux, archi faux. Il y a 27 millions de personnes qui ont un profil sur LinkedIn, c'est 90% de la population active. Et il y a plein d'entreprises qui viennent chercher des techniciens et d'autres. Donc c'est juste pour... voilà. Et puis accessoirement, ça pourrait servir demain les recrutements de l'Oxam. Mais non, mais c'est hyper important. Et pareil, et je veux battre en brèche quelque chose que j'entends souvent. LinkedIn, c'est qu'à Paris. Non, 80% des membres ne sont pas à Paris. Voilà. Bon, ça c'est dit au moins. Victorien Vanet, est-ce qu'à vous écouter tous les trois, en fait, on voit que vous partagez à peu près la même vision, voilà, des valeurs, de l'engagement. Mais je dirais que peut-être pour se rapprocher de la conclusion, on a l'impression qu'il faut juste animer ces équipes, leur parler, pour redonner aussi, c'est beaucoup du travail dont vous parlez, de redonner du sens à chacun d'entre eux, les considérer, les animer, les rencontrer, les faire travailler ensemble. Est-ce que c'est pas en fait le b.a.-ba du rôle du manager depuis toujours? Oui, c'est le b.a.-ba, mais on vit dans une société où on a perdu la connexion avec la nature. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'on a redécouvert un certain nombre de valeurs. On a redécouvert l'importance du lien social. Nous sommes un animal social. Alors on parle beaucoup de nouvelles technologies, on parle beaucoup d'automation, et nous-mêmes, nous sommes sur ces sujets, mais ce qui fait l'essentiel d'une relation, c'est la relation entre deux personnes, que ce soit avec un candidat, avec un client, la relation de confiance, etc. Je donne souvent un exemple qu'on m'a donné, du skipper. Si vous allez partir en vacances avec votre famille, vous avez besoin d'un skipper pour accompagner votre famille. Vous pouvez en trouver sur des sites internet partout. Mais ce que vous cherchez, c'est un ami qui vous dit « Écoute, moi j'ai cette personne qui m'a accompagné avec ma famille, tu peux lui faire confiance, c'est une personne recommandable. » Et cette recommandation, elle a une valeur infinie.
Et c'est ça qu'on essaie de préserver. Et c'est pour ça que je dis à nos équipes, je leur dis, la relation que vous avez avec nos clients, avec vos candidats, il y a une relation de proximité, une relation de confiance, une relation aussi dans la durée. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Après, à chacun de faire le chemin pour dire je trouve du sens dans ce que je fais, je trouve du sens dans cette activité, ça correspond à mon âge, à mes aspirations, ça correspond à un environnement dans lequel j'ai envie de travailler. Est-ce que c'est en centre-ville? On avait ce débat. Est-ce que c'est en centre-ville le meilleur environnement pour travailler ou est-ce que c'est là où je peux garer ma voiture? Est-ce que c'est près de chez moi ou est-ce que c'est loin de chez moi? Est-ce que je peux y aller facilement? Toutes ces questions qui sont des questions que chacun peut se poser pour savoir s'il a envie de travailler dans cet environnement et qui donne du sens à son travail. Donc je dirais, nous les entreprises, prenons nos responsabilités, engageons-nous pour avoir un impact positif sur tout ce qui est cet environnement, créons les conditions d'un dialogue social fort, d'un dialogue entre les équipes dans une entreprise, une bonne communication, d'afficher, mais aussi de concrétiser des valeurs que les gens peuvent défendre au quotidien. Et je dis souvent, dans les lettres d'éthique, etc., je dis à chaque collaborateur est l'agent et l'acteur de cette éthique. Si vous-même, vous ne vous conformez pas à ça, vous ne respectez pas ce code éthique, il n'a pas de réalité. Donc chacun est acteur de son entreprise. Nous, on a beaucoup de, entre guillemets, intrapreneurs, c'est-à-dire de personnes qui, en effet, ont comme leur petite entreprise, on a un réseau d'agences, on a 800 agences dans le monde. Chaque responsable d'agence, directeur d'agence est un peu son propre chef d'entreprise avec son tissu de clients, son tissu d'affinités, ses aspirations. Et c'est ça la richesse d'une entreprise. C'est pour ça que c'est difficile à remplacer. Et quand on a des modèles, entre guillemets, disruptifs de technologie, là, c'est pas en quelques mois qu'on balaye notre humanité. Et ça, c'est important de le rappeler. Vous avez, je dis à tous ceux qui travaillent pour Synergie, je leur dis, vous avez une noble mission, pas de plus noble mission que de faire accéder un jeune à un travail, que de trouver une prolongation d'utiliser les compétences d'un senior dans une entreprise. Chacun a beaucoup à donner. Et tous ces débats sur les gens n'ont plus envie de travailler, les jeunes n'ont plus envie de travailler, les jeunes sont plus motivés. Vous savez, il y a des textes qui datent de 2 siècles avant Jésus-Christ qui disent exactement la même chose. Donc je pense qu'on a un bel avenir quand même devant nous. Gardons notre humanité, cultivons-la et gardons ces conversations qui sont si importantes. Et merci d'être là en présentiel. Voilà. Merci. Alors avant de conclure, Florent, dans la salle, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de dirigeants qui ont un mal fou à recruter. Et vous allez nous donner une astuce qui peut peut-être les aider à recruter, c'est rechercher des profils plutôt par compétence que par diplôme. Dites-nous-en un mot, parce que ça peut peut-être aider les entreprises à faire ces recherches-là et pour sourcer plus facilement des candidats. Oui, en effet. Alors, je ne pourrais pas faire une conclusion après des mots aussi sages, la sagesse de ces propos de conclusion. Donc, en effet, nous, on considère que les entreprises qui vont vraiment faire la différence dans les années qui arrivent, ce sont celles qui mettront donc les compétences au centre de toutes les décisions qu'elles prendront, notamment sur le recrutement, pendant que cette personne est salariée et je vais l'aider à se développer. On s'aperçoit que malheureusement, le recrutement, à l'ancienne, vous m'excuserez le terme, c'est je recherche un nombre d'années d'expérience, je recherche un endroit où cette personne habite et je recherche un diplôme. Un diplôme. Sauf que lorsqu'on évoque ça, en fait, on enlève, on ne regarde qu'un seul aspect de l'individu, à savoir son background, okay, quelle école il a faite, etc. Mais ça veut dire qu'on enlève tout ce qu'il est réellement en termes de compétences. Ce n'est pas parce que je ne suis pas diplômé d'une super université, d'une super école, que je n'ai pas fait la plus grande boîte de l'IT, que je n'ai pas de compétences. Si vous mettez dans vos recherches, si vos équipes de recrutement mettent l'accent sur les compétences lorsqu'elles recherchent un talent, ça va multiplier. Ouvrez bien vos oreilles. Ça va multiplier par 9 le vivier de talents auquel vous allez pouvoir vous adresser. Donc, ne soyez pas restrictifs, n'ayez pas d'œillères lorsque vous recrutez. C'est un conseil que je vous donne, parce que votre vivier va être trop petit. Et puis surtout, il va y avoir comme une forme de consanguinité au sein de votre entreprise. La diversité, on pourrait en parler, on pourrait faire une thématique toute une matinée, toute une journée, une semaine s'il le faut, sur la diversité au sein de l'entreprise. Mais c'est probablement ce qu'elle a de plus riche.
des backgrounds différents. Donc, s'il vous plaît, mettez les compétences, ouvrez les compétences aux personnes que vous recrutez en recrutement. Et ça sera plus bénéfique. Ce sera bénéfique pour vous. Déjà, on a quand même des soucis en termes de recrutement. Et puis, la diversité. Voilà. Ne soyez pas consanguins dans les personnes que vous recrutez. Et Olivier, pour terminer, peut-être vous me disiez, nous, chez l'Oxam, on dit nos métiers sont sexy. Donc il ne faut pas avoir peur quand on est chef d'entreprise de dire que les métiers qu'on propose, eh ben, ils sont sexy, ils donnent envie, ils ont du sens en eux-mêmes. Bah oui, l'entrepreneur, il doit croire en son entreprise et puis croire en ses équipes, hein, surtout dans le service. Donc forcément, moi j'ai utilisé le mot passion, mais c'est ça qui doit, je pense, animer un processus et surtout un processus de recrutement. Mais à la fin, c'est bien une relation entre un collaborateur, son chef et aussi une entreprise, un projet. Et moi, je crois beaucoup au fait que le projet devient sexy parce que chacun y amène son humanité, hein, j'aimais bien le mot de l'humanité, et qui on est dans ce qu'il fait. Et ce métier se valorise avec chacun des collaborateurs parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont une perspective, parce qu'ils croient à la société. Et bien sûr, la première personne en qui ils croient, c'est forcément le capitaine de l'entreprise qui incarne tout ça. Donc effectivement, moi, j'ai pas peur de dire que nos métiers sont sexy. Ils sont pas forcément toujours très propres. Hein, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Mais c'est forcément des métiers dans lesquels on peut se réaliser et faire de très beaux parcours. On a eu un directeur régional qui est parti à la retraite il n'y a pas très longtemps. Il a démarré sa carrière comme mécanicien chez nous. Et il s'est réalisé dans les 35 ans qu'il a suivi. Donc c'est vrai que c'est pas très sexy quand on dit ça à des jeunes, mais en fait on a des jeunes qui ont des parcours et qui restent malgré tout. Mais on parle beaucoup de génération Z et je pense effectivement toute la magie c'est de trouver les bons parcours et les bonnes opportunités, et surtout se trouver dans une relation. Mais merci à tous les trois de nous avoir livré les clés de redonner du sens au travail. Vous avez été des très bons ambassadeurs de vos 3 entreprises et on va laisser la scène pour la prochaine séquence qui est un keynote. Merci beaucoup. On se fait une petite pause de 30 secondes, histoire de vérifier que tous nos invités sont là. Ils le sont, oui. Alors si tout le monde est là,